Florian Dubois, vous êtes d'accord avec ça? Il faut, quand on est entrepreneur là et que tout nous sourit, même si bon voilà, ça tombe pas du ciel, hein. C'est des efforts, c'est des creux aussi, des tempêtes, et puis un jour ça marche. Je dirais que si la finalité pour un homme, ça n'est pas ni l'argent ni le pouvoir, mais qu'il recherche autre chose, et effectivement fondamentalement ça sera le sens et donner du sens à ses actes au quotidien, parce que c'est la seule chose qui restera. Bon, vous les plombiers du numérique là, comment ça marche, à qui ça s'adresse? Expliquez-nous. Alors, l'école des plombiers du numérique est partie d'un constat. La société que j'avais créée avec un associé donc qui s'appelait Néo Télécom était dans le domaine des infrastructures de télécommunications, fibre optique, data center, réseau. Et il s'avère que c'est un monde dans lequel il y a énormément de richesses, mais dans lequel une des catégories de population qui est la plus précaire aujourd'hui en France, qui sont les déscolarisés 17-24 ans, n'ont pas accès. Et donc l'idée, de façon extrêmement simple, était de me rapprocher d'acteurs qui adressent ce type de population. Plus de 100 000 jeunes quittent le système scolaire, 110 000 jeunes quittent le système scolaire tous les ans sans diplôme en France, pour leur proposer des opportunités dans ces métiers d'avenir. Le constat est aussi simple. Sachant que oui, la tech au sens large recrute beaucoup, et que même d'ailleurs il y a beaucoup de postes chaque année qui ne sont pas pourvus. Eh ben, par exemple, les besoins de recrutement net en France jusqu'en 2022, suite au plan de très haut débit qui a été avancé par le président Macron, estiment le besoin à 25 000 créations nettes de postes. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas ces 25 000 jeunes ou 25 000 collaborateurs. Thérèse Lebas, dans le fond, question de Pascal Salama. Je pense que là, on peut réellement parler d'une certaine forme d'économie circulaire. On voit que les nouvelles technologies, on voit que le monde de l'innovation génère de gros profits. Ces profits, on peut soit bien sûr s'acheter des grosses voitures, on peut soit réinvestir dans d'autres entreprises pour régénérer de nouveaux gros profits, mais en définitive, on voit qu'on a affaire quand même à une génération d'entrepreneurs qui veut du sens, qui a besoin de générer du profit pour du sens. On se rappelle de Jack Selby. Jack Selby, c'était l'un des 3 cofondateurs de PayPal qui, dans les années 2013, de façon totalement anonyme, laisser des pourboires de 10 000, 15 000, 20 000 dollars en achetant un café, une pizza, et il fallait réorganiser ça. C'est le genre de type qui dilapidait un petit peu sa fortune parce qu'il avait du mal à savoir ce qu'il pouvait faire de ses milliards, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une espèce d'écosystème qui se crée pour organiser un petit peu et donner du sens à toute cette valeur qu'on a créée. Alors moi, la question que j'aimerais poser, c'est philantrepreneurs, parce que c'est un peu comme ça qu'on les appelle, c'est quoi? C'est des mécènes ou c'est de véritables entrepreneurs qui ont des ambitions pour leur société ou des ambitions financières? Philantrepreneurs, ouais, j'aime bien l'image. Florian Dubois. Oui, alors je dirais que après, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Moi, je sais que j'ai ce tempérament entrepreneur, et quand la société donc a été revendue et que j'ai pu bénéficier de mon bien, tout de suite, donc on a souhaité avec mon épouse délivrer une partie de ces fonds dans notre fonds de dotation et dans une fondation abritée, mais avec cette idée aussi que nous n'étions pas là uniquement pour donner, mais aussi pour faire. C'est-à-dire que je pense que une des raisons d'être, en tout cas c'est ma vision d'une fondation, une des raisons d'être d'une fondation, c'est d'être aussi un laboratoire social, c'est-à-dire de lancer des projets qui aujourd'hui n'existent pas dans notre société. Penser que c'est au rôle de l'État de réguler le social, de distribuer la richesse, ça ne fonctionne plus comme ça à notre époque. Oui et non, parce qu'on pourrait dire, tiens, en France, avec quasiment 50% là, de la dépense publique au niveau du PIB, on est sur un record mondial même, je crois, maintenant. On pourrait dire, ça y est, on paye tellement d'impôts, de taxes que, effectivement, contrairement aux Américains, on peut plus donner, quoi. Oui, mais s'il n'y avait pas de chômage et qu'il n'y avait pas de pauvres, je serais d'accord avec toi, mais c'est pas véritablement le cas. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et si je reprends cet exemple très simple qui est l'école des plombiers du numérique, c'est une toute petite initiative. Pour l'instant, c'est une première école qui sert de laboratoire. On en a 3 autres qui vont être créées dans le sud de la France, premier trimestre, entre Toulon, Marseille et Bordeaux. Et j'en ai un certain nombre d'autres dans plein de départements. L'idée, c'est de monter un petit projet pilote et de rapprocher ces jeunes loin du monde de l'emploi, loin de l'employabilité, qui ont été malmenés pendant toute leur éducation parce qu'inadaptés au système dans lequel on vit,
système assez élitiste, hein, on sait comment marche l'éducation en France, les rapprocher du monde de l'entreprise pour justement leur permettre d'avoir des opportunités. Et ce que je fais là, on ne peut pas demander à l'État de le faire. On ne peut pas demander à l'Éducation nationale, qui fait des choses remarquables par ailleurs, de le faire parce que j'ai passé 15 ans à diriger une société, 17 ans, une société qui était dans les infrastructures optiques et dans les data centers. Et donc ce que je sais, on n'est finalement pas si nombreux que ça en France à le connaître. Et donc c'est aussi à des acteurs privés de s'impliquer personnellement pour faire changer les choses. Et on en comme l'école 42 de Niel, par exemple. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est moi qui finance et je bénéficie d'aides supplémentaires venant de donateurs qui me soutiennent dans ce projet-là. Mais le sujet qui pour moi est fondamentalement important, pendant 17 ans, j'ai été baigné aux critères essentiels de l'EBITDA qui doivent vous parler. Et brut d'exploitation, ouais. Voilà. Et je considère que l'exigence de rentabilité financière que j'avais dans mon entreprise, je dois la répercuter dans le cadre de ma fondation. Alors évidemment, il n'y a pas de retour sur investissement quand vous avez une fondation, puisque vous donnez à des projets sans aucun retour. En revanche, la mesure qui est essentielle pour nous, c'est la mesure d'impact. Combien de bénéficiaires allez-vous avoir sur votre projet? On soutient les plombiers du numérique, où on est véritablement le faiseur. On a aussi beaucoup de projets en Afrique que nous soutenons. Et à chaque fois, on a des dossiers très complets de la part des porteurs de projets et on met en face de nos projets, en tout cas en face de nos financements, le nombre de bénéficiaires, l'utilité économique et sociale des projets eux-mêmes et l'amélioration du niveau de vie qu'on peut en attendre puisqu'on est sur ces critères d'autonomisation des plus démunis. Donc nous, on a défini nos critères et à partir de ces critères d'investissement, on s'applique une logique de rentabilité, si je puis dire ainsi, qui va être de la mesure d'impact pour s'assurer que ce qu'on fasse ait une efficacité maximum. Alors de même, Pascal, pour rester dans l'entrepreneuriat, modèle économique, j'ai bien compris, le recrutement, est-ce que vous recrutez les jeunes que vous allez soutenir de la même façon que vous recrutiez des jeunes à l'époque de l'entreprise? Alors la particularité... Est-ce qu'il faut une motivation? Oui, le seul critère de motivation, c'est l'envie du jeune. On veut aider les catégories de population, dans les plombiers du numérique, les plus démunis. Donc on veut pas de diplôme, on veut des décrocheurs depuis plus d'1 an, des personnes qui n'ont pas de projet personnel et qui se retrouvent là par hasard parce qu'il y a leur assistante sociale à la mission locale qui leur a dit ce serait bien d'aller à l'école de la deuxième chance et ils vont trouver un boulot. Et donc nous on arrive là et puis on fait rêver les jeunes avec les opportunités qui existent dans le domaine du numérique et elles sont énormes. Et quand on voit que le regard commence à briller, et ben là on a un candidat. Mais aucun autre critère de sélection, à part le fait qu'effectivement, on ne peut pas accepter de daltonisme parce que la fibre optique, c'est par couleur que vous regardez les fibres. Donc si effectivement vous n'arrivez pas à distinguer les couleurs, vous ne pouvez pas être technicien fibre. Mais sinon, à part ça, tout le monde est ouvert. C'est vraiment pour les télécoms, quoi. Alors le déploiement de la fibre, c'est pour les télécoms, oui. Et puis après parce que le module télécom est un des modules, le module fibre est un des modules qu'on va créer. Il y a le module data center qui va arriver et il y en aura d'autres parce que les opportunités sont en train d'évoluer et de venir dans le monde du numérique. Le seul truc, c'est qu'il faut aller chercher ces jeunes-là et essayer de ne pas être sélectif. Bon.